Nous allons donc pouvoir commencer cette deuxième table ronde dans le cadre de Santexcom. Donc je vais remercier là pour le coup une table ronde 100% féminine. Donc je tiens encore une nouvelle fois à m'excuser pour la première table ronde qui était 100% masculine. On aurait pu faire un mix, mais là ça aurait été compliqué les deux sujets. Bien que dans la première table ronde, on a quand même abordé justement cette question entre santé et environnement. Donc je voudrais remercier nos intervenantes d'être présentes. Alors d'un côté, on a la crise du système de santé, pour ne pas dire les crises du système de santé. Et de l'autre, on a les crises du vivant et des écosystèmes. Depuis plusieurs années, les crises sanitaires et les crises écologiques occupent le devant de la scène médiatique sans forcément se croiser. Les deux sont pourtant intimement liés, on le sait tous. Avec le réchauffement climatique, les zoonoses sont amenées à se multiplier à l'avenir, mettant sous tension nos hôpitaux. Même chose pour les canicules et les sécheresses qui nécessiteront d'adapter nos infrastructures pour protéger les plus fragiles. Sans parler évidemment de la pollution de l'air qui cause des milliers de morts chaque année. Alors, comment expliquer ce mur fonctionnel médiatique et politique entre les deux? Comment faire émerger santé publique et environnement comme un couple de notions indissociables? C'est le thème de cette table ronde pour laquelle je suis très heureux d'accueillir l'anthropologue Laetitia Adlani-Duo, vice-présidente du Conseil de santé publique, directrice de l'Institut Covid-19 ad memoriam et ancienne membre du Conseil scientifique. Merci d'être ici. Anne-Laure Barré, rédactrice en chef adjointe et responsable de la cellule environnement-climat du journal Libération. Elle était auparavant au JDD sur les questions de santé. Et c'est justement sur ce switch entre les deux qui va nous intéresser dans le cadre de cette table ronde. Et Marion Ringette, qui est responsable engagement RSE de l'agence Havas. Comme un débat n'est jamais mieux introduit que par une explication de fond, c'est vers vous, professeur Adlani, que je me tourne en premier. Avec d'autres, vous avez milité depuis longtemps, et en particulier depuis la crise Covid, sur le développement de l'approche dite One Health, alors qui est un peu une approche dont personne ne sait vraiment quelles sont les définitions, mais justement, on va en parler. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept de One Health et nous montrer les forces, mais aussi les limites? Merci. Merci à la FHF pour cette invitation. Peut-être, j'ai des slides, voilà, c'est parfait. Et merci pour cette invitation. Je le disais à Guillaume tout à l'heure, il fallait vraiment que ça vienne de lui pour que j'accepte de présenter sur One Health, qui est un concept à la fois dominant aujourd'hui, mais qui est un concept qui a des forces, mais aussi un certain nombre de faiblesses, des forces conceptuelles, des faiblesses opérationnelles. Et donc, je ne prétends pas dans cette présentation revenir sur l'ensemble des définitions sur One Health, l'ensemble des débats anciens et récents sur cette question, mais uniquement lancer quelques pistes pour lesquelles on pourra discuter ensemble. Donc après cette première... Alors voilà, très bien. Après cette introduction typiquement féminine, puisque nous sommes trois et que tu mentionnais justement le fait que nous sommes trois femmes et que le panel ou l'atelier précédent était composé de 3 hommes, peut-être revenir rapidement sur le concept de One Health. D'abord, c'est un concept ancien. On en entend beaucoup parler aujourd'hui avec Covid-19, mais ça fait très longtemps que le lien entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement est mise en avant. Alors, sans refaire une généalogie exhaustive des idées, on pense tous à la peste en particulier, mais on pense aussi à différents moments de l'histoire internationale, y compris européenne. On pense bien évidemment à Covid-19 qui a mis, en tout cas dans les médias et dans les discours politiques, le concept de One Health sur le devant de la scène. Alors encore une fois, une généalogie non exhaustive, mais c'est juste pour vous montrer que ce concept et le terme même de One Health est ancien, de manière à ne pas considérer qu'on est là face à quelque chose de nouveau qu'il s'agit de définir, et que finalement, peut-être ces faiblesses opérationnelles s'expliqueraient par sa nouveauté. C'est un concept ancien, donc quelques dates uniquement, il y en a plein d'autres. 1960, quelqu'un qui s'appelle Calvin Schwab, qui était épidémiologiste vétérinaire, nous parle déjà de One Medicine et mentionne la communauté d'intérêt pour la santé humaine et animale. En 2004, ça c'est une date importante dans l'histoire de One Health,
la Wildlife Conservation Society propose déjà le concept de One Health, qu'ils accolent au terme de One World, et ils soulignent l'importance de sécuriser les humains, comme ça qu'ils le disent, hein, c'est de la traduction, et les animaux, de sécuriser la santé des humains et des animaux et l'intégrité des écosystèmes. C'est dans la traduction, là, il y a une petite erreur sur le slide. En 2005, entre 2005 et 2019, toute une série de documents sont produits qui visent à définir le concept de One Health, à la fois d'un point de vue théorique et opérationnel. Je reviendrai sur quelques-uns. Et puis, surtout, à partir de 2005, Elsevier lance une revue qui s'appelle One Health et qui devient une des références principales sur le concept. Je reviendrai aussi sur un certain nombre de publications. En particulier, on verra un dossier du Lancet de janvier 2023, donc très récent, qui fait le point sur ce concept de One Health et que je vous conseille de lire si ce concept vous intéresse. Donc vous êtes co-rédacteur? Alors, je suis co-rédacteur d'un des articles, ouais. mais bon, voilà, bon, c'est pas... oui. J'ai dit que j'y connaissais rien, donc on va pas dire que j'ai signé un papier Lancet. J'ai en effet signé un papier du Lancet, mais d'octobre 2022. J'y reviendrai. Sur un sujet précis, le dossier que je mentionnais de janvier 2023 est intéressant parce qu'il refait le point sur justement le concept dans son entièreté, les publications, les forces et les faiblesses. Donc c'est pas la même public, c'est pour ça que... Mais je reviendrai sur les deux. Alors, plein de publications, je vous le disais, par exemple celle-ci, 2009, qui a marqué. Aussi, puisqu'on est en France, il est important de montrer que le concept de One Health, il n'est pas uniquement ancien dans la littérature internationale en santé, mais il a été intégré depuis quand même longtemps maintenant en France, y compris dans les policy papers, etc., par exemple ici, le ministère des Affaires étrangères, où il était déjà défini. Là, ce document date de 2011. C'est intéressant de voir la définition qu'il propose. Il se réfère à celle définie dès 2004, on en parlait tout à l'heure, par la Wildlife Conservation Society, et il définit le One Health comme une approche cohérente, globale et préventive de protection de la santé humaine, initialement connue, on le disait, sous le nom de One World, One Health, visant à renforcer les liens entre santé humaine, santé animale et gestion de l'environnement, en particulier de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes. Donc là, Position Paper 2011 en France. Et donc, toujours dans ce Position Paper qui a marqué en France les débats sur le concept de One Health, toute une série d'objectifs qui étaient listés et qui restent au cœur de l'approche One Health ici. Je ne vais pas vous les lire, vous les avez sur l'écran, mais c'est pour vous montrer que c'est donc un concept ancien et déjà intégré, y compris dans les policy papers français depuis un moment. Alors, quels enjeux pour la santé publique, qui était aussi la question qui m'était posée. Alors, peut-être, petit rappel, la santé publique, je ne vais pas vous asséner la définition, mais je voulais vous dire, puisque Guillaume a rappelé que je suis aussi la vice-présidente du Haut Conseil de la Santé publique, que le Haut Conseil de la Santé publique a intégré le concept One Health dans ses documents, dans ses réflexions, depuis un moment déjà. Je parlais du ministère des Affaires étrangères tout à l'heure, 2011, mais le Haut Conseil aussi, et toute une série d'agences et d'autres institutions de santé publique. Mais par exemple, en 2017, dans la stratégie nationale de santé, le concept de One Health a été utilisé pour identifier 4 menaces principales pour la santé des Français et le système de santé. Des risques sanitaires liés à l'augmentation prévisible de l'exposition aux polluants et aux toxiques, une augmentation des risques d'exposition de la population aux risques infectieux, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et enfin des risques associés à un système de santé mal adapté aux enjeux. Toute une série de publications et aussi de policy papers, toujours du Haut Conseil de la Santé publique, qui faisaient des références comme d'habitude, dans un jeu de références avec les publications scientifiques nationales et internationales, ont par exemple utilisé le concept de One Health pour travailler sur les liens entre santé et environnement, entre santé et changement climatique,
etc. Au niveau des organisations internationales, par exemple des Nations Unies, dont en particulier l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi la FAO, l'OIE, etc., le PNUE, qui sont toutes concernées par le concept de One Health. Il y a eu aussi toute une série de publications avec toujours dans l'idée d'essayer de définir le concept et de l'opérationnaliser. Je vous fais grâce de la lecture de toutes les définitions, mais c'est pour vous montrer que le concept est ancien. L'intérêt, toujours, c'est de montrer l'importance des liens entre santé animale, santé humaine et environnement. On est maintenant en 2011. Alors, pléthore de définitions, intérêt sur la scène médiatique, en particulier depuis Covid-19. Mais il est important de rappeler, encore une fois, c'est un concept ancien. Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui? D'où l'intérêt du dossier Lancet dont je vous parlais tout à l'heure, et que je vous conseille de lire si vous vous intéressez à ce sujet-là, qui fait un peu un point justement sur l'ensemble des publications, mais qui surtout essaye de s'interroger sur, finalement, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment opérationnaliser cette approche. Et je vais essayer j'en ai tiré pour vous aujourd'hui quelques points en particulier en termes de force, mais aussi de faiblesse, ou en tout cas de sujets pour lesquels le concept de One Health semble particulièrement utile, mais aussi d'autres pour lesquels il y a là en tout cas peut-être quelques motifs d'inquiétude. Alors d'abord, l'intérêt de ce numéro du Lancet très récent, on l'a dit, janvier, c'est de proposer une définition qui, a priori, on verra, hein, quand il y a comme ça pléthore de définitions, pourrait être la dernière, celle qui sera stabilisée. Donc que je vous propose ici, que je ne me suis pas amusée à traduire, comme ça au moins il n'y a pas d'erreur sur les slides. L'intérêt aussi, c'est de voir que, alors qu'au début, il y a maintenant plus de 20 ans, c'est surtout la question des zoonoses et de la prévention des épidémies qui était au centre des préoccupations. Ça déborde, et c'est intéressant, à d'autres sujets, et en particulier, on en reparlera dans 2 minutes, des sujets pour lesquels le concept de One Health est particulièrement utile, peut-être, qui est celui de l'antibiorésistance. Mais d'autres aussi, on le voit, la question de l'insécurité alimentaire, la question de nutrition ou de changement climatique. Alors, peut-être plusieurs, on a dit force et faiblesse, hein, même si cette entrée est toujours un peu... bon, c'est classique. Mais premièrement, et toutes les publications le disent, à la fois, donc, et y compris celles que j'ai co-signées et coécrites, heureusement, en octobre 2022, avec un certain nombre de membres du conseil scientifique Covid-19, dont des vétérinaires, un vétérinaire, des infectiologues, des immunos, des chercheurs en santé publique, etc. Mais ça rejoint d'autres publications, l'idée que l'approche One Health est particulièrement utile en temps d'épidémie, et que à la fois la crise de Covid-19 a montré l'utilité de ce concept, mais que la prise en compte en particulier des questions environnementales et de la santé animale n'a peut-être pas été aussi poussée que ce à quoi on aurait pu s'attendre après 20 ans de concept de One Health. Et on le sait tous, la question en particulier de l'origine de la pandémie Covid-19 est toujours en débat. Et que peut-être une approche intégrée One Health aurait permis, si elle avait été mise en place plus tôt, de proposer des explications peut-être plus convaincantes. D'autre part, et là c'est très important à noter, il y a maintenant un consensus pour dire que l'approche One Health est particulièrement utile et serait particulièrement utile à renforcer sur la question des antibiorésistances, qui est quand même un des gros sujets en santé publique. Et donc il ne faut pas uniquement se focaliser sur les épidémies, les maladies infectieuses et les zoonoses, mais un des gros sujets, c'est quand même l'antibiorésistance en santé publique aujourd'hui, et que là, l'approche One Health est véritablement à renforcer.
Donc là, vous avez toute une série de publications, je vous en donne une ici, mais il y en a plein d'autres. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que l'intérêt de l'approche One Health sur la question de l'antibiorésistance, encore une fois, ça ne sort pas de 2023. C'est quelque chose qui avait déjà été souligné depuis longtemps. Là, je vous donne quelques exemples en français en plus. Novembre 2016, sur l'antibiorésistance et le concept de One Health, des documents et publications de l'Union européenne et d'autres qui montrent tous l'importance d'une approche One Health pour faire face à la question de l'antibiorésistance. Des publications internationales, je vous en donne là aussi, et qui tous mentionnent à quel point, finalement, seule une approche liant santé animale, santé humaine et environnement pourra véritablement confronter intelligemment la question de l'antibiorésistance. Donc, un vieux sujet d'une certaine manière, mais encore une fois, et c'est ça que je voulais montrer, mais qui reste tout à fait d'actualité. Sinon, et là, je reprends un propos de Thomas Frieden, donc le directeur du CDC, de 2016 déjà, sinon, nous risquons de revenir à un monde pré-antibiotique. Si nous échouons, nous ferons face à un scénario où les antibiotiques n'auront plus d'effet, nous renvoyant au Moyen-Âge de la médecine. Donc, intérêt du concept de One Health certain sur les questions d'antibiorésistance, qui reste un des enjeux majeurs en santé publique aujourd'hui, et donc pas que épidémie et zoonose. Par contre, là où, alors des forces, il y en a plein d'autres, hein. Il fallu que j'en sélectionne quelques-unes. Des faiblesses, il y en a plein aussi. On l'a mentionné tout à l'heure, l'opérationnalité du concept est encore quelque chose qui pourrait être amélioré. D'autre part, et là, c'est encore une fois, je renvoie à ce dossier du Lancet 2023, il y a aussi maintenant un relatif consensus dans la littérature internationale que l'approche One Health, si elle n'est pas réfléchie avec les acteurs locaux, en particulier dans les pays du Sud, global, comme on dit maintenant, à toutes les étapes de sa mise en œuvre, risque de renforcer les inégalités. Et que la santé animale et l'environnement sont des priorités, mais sont des priorités quand la santé humaine est également au centre des préoccupations. Et qu'une mise à l'agenda One Health venant uniquement d'organisations internationales, voire multilatérales, et d'acteurs et de réseaux scientifiques au nord, sans prise en compte des acteurs locaux du sud, risque de renforcer les inégalités. Il y a plein d'exemples dans ces publications, c'est très intéressant. Et puis, et je finirai là-dessus, je renvoie également à certains des papiers du Lancet 2023. Le fondement de l'approche One Health, c'est une prise en compte égalitaire, équitable, entre la santé humaine, la santé animale et les questions environnementales. Et il faut rappeler que la tension entre, finalement, la capacité du concept One Health à répondre aux enjeux de santé publique qui nous concernent, mais aussi à rester dans cette philosophie qui était au départ du concept de One Health, c'est-à-dire une équité, une prise en compte équitable des trois secteurs, c'est-à-dire santé animale, santé humaine et environnement, reste quand même centrale et difficile à tenir. Voilà, je remercie un certain nombre, les co-auteurs du papier Lancet d'octobre 2022 et Franck Chauvin pour cette présentation. Professeur, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice Pour vous, hein. C'est très gentil parce que on l'a dit, c'est un concept qui est très dense, qui est pas facile à comprendre, et en 20 minutes, c'était pas évident de le faire. Et je vois la journaliste qui ne loupe pas une seule occasion de prendre des notes pour un papier, j'imagine. Voilà, donc, et alors justement avec Anne-Laure Barré, nous avons beaucoup travaillé à l'époque où elle était au JDD sur les questions de santé, et vous êtes parti chez Libération, mais là, sur cette facette, sur ce pan des questions environnementales, on est en plein cœur du sujet de cette table ronde. Il y a un mur médiatique entre, d'un côté, l'environnement et la santé. Or, on vient de voir, tout ça est extrêmement lié. Alors, comment vous, en tant que journaliste, vous passez d'un sujet à l'autre? À Libération, on travaille avec Nathalie Rollin sur les questions de santé. Comment on fait quand c'est un sujet qui est extrêmement lié? Comment vous organisez? Et comment vous abordez cette question-là? D'abord, s'il vous
Fonctionne. Si vous m'y autorisez, je crois que c'est la première fois que j'ai compris ce que c'était que One Health. Donc ça fait 10 ans que je m'occupe de questions de santé. Ça me semblait un concept abstrait, pas tellement utile pour une journaliste. En tout cas, je ne savais pas qu'en faire. Voilà, donc merci. Vous m'éclairez, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Pour moi, finalement, donc je viens d'arriver à Libération qui souhaitait monter un service dédié à l'environnement. L'idée, c'était d'en faire une priorité éditoriale, comme d'autres médias sont en train de le faire depuis quelques mois, quelques années. Pour ceux qui écoutent les radios de service public, c'est vraiment flagrant sur France Inter, France Info, France Culture ces temps-ci. Donc il y avait le même choix et le défi qui m'a été proposé. Enfin, il y a... Pour raconter ma prise de conscience à moi que ces questions étaient liées. D'abord, j'ai eu un immense bonheur à traiter des questions de santé parce que elles étaient, j'avais des incarnations faciles parce que à la fois les infirmiers, les médecins, tous les acteurs du système de santé, j'adorais les écouter, essayer de raconter les difficultés auxquelles ils et elles faisaient face et puis les succès qu'ils avaient. J'aimais aussi parler de la médecine, faire des sujets plus scientifiques qui parfois donnaient de l'espoir, parfois pas, mais voilà, ou raconter les failles du système de santé. On en a 1000 fois parlé avec vous, Guillaume. Et au moment du Covid, j'ai eu un choc journalistique et voilà, c'est le tout début du Covid. Je sais pas très bien ce que c'est qu'un virus. J'ai entendu parler comme journaliste santé des maladies émergentes, d'un danger. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de ça. Il y a régulièrement des conférences à l'Institut Pasteur notamment. Et j'y crois peu, ça me semble abstrait. Et puis le Covid-19 arrive et je me remets à écouter une conférence d'Arnaud Fontanet qui date de l'année précédente, Collège de France, célèbre épidémiologiste maintenant connu de tout le public grâce à ses passages à la télé. Et là, je comprends que le lien que j'ai pas voulu voir est important, que c'est une forme de cécité de mon esprit, un angle mort journalistique pour moi assez grave. Donc c'est le premier bouleversement. C'est presque plus Arnaud Fontanet qui raconte ce que serait une pandémie. Et en fait, un an avant, il raconte ce qui va nous arriver, une sorte de pandémie fictive qui ressemble à celle qui est arrivée en 2020. Et l'autre choc journalistique, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais août 2021, l'île de Bé en Grèce flambe, brûle, et moi je me mets à lire beaucoup la presse anglo-saxonne parce que grâce à vous, auteur de publications scientifiques, je découvre qu'elle est souvent plus riche parce qu'elle a plus de moyens que la presse française, donc je la lis un peu, je lis les principaux titres du monde anglo-saxon tous les matins avec gourmandise presque avant la presse française, pour tout dire, pour être informée sur le Covid au mieux. Et puis là, je tombe sur la une du Guardian, l'île de Bé en flammes, avec une vieille dame, un fichu, une vieille dame grecque typique, et j'ai un choc émotionnel. Et je me dis, il faudrait dans l'idéal, c'est ce que fait la presse anglo-saxonne depuis plusieurs années, il faudrait arriver à raconter l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité avec autant d'émotions qu'on le fait avec les sujets de santé qui sont faciles à incarner. Donc voilà, c'est un peu ce qui a expliqué quand Libération m'a dit on aimerait que vous veniez monter ce service environnement. Je me suis dit, mon défi à moi, c'est d'essayer de trouver la manière de raconter les questions environnementales de la façon la moins abstraite possible, donc en bannissant les termes comme One Health, en essayant de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait du mot biodiversité qui parfois rebute les lecteurs, et on voit que quand les termes sont le plus simples, quand on raconte une histoire, l'humain, mais là je parle sous le contrôle d'une anthropologue, donc je ne vais pas me risquer, mais voilà, l'humain est plus réceptif. Donc pour briser un peu le mur de notre déni, on cherche à incarner, donc à trouver des personnes qui peuvent incarner ces problématiques, à mieux raconter, tout en restant à l'affût des publications scientifiques les plus novatrices. Il y a toujours des chiffres chocs en environnement comme en santé, mais comment on fait pour qu'ils accompagnent le lecteur, pour qu'il l'intéresse? Ça, c'est le défi qu'on se propose d'essayer de relever. Et alors, vous parlez de raconter une histoire. En entreprise, Marion Ringette, comment on le fait? Donc, vous êtes responsable de la RSE pour l'agence Havas, donc vous conseillez de nombreuses entreprises et les accompagnez sur ces questions de RSE. Alors pareil, un terme un peu flou, qui n'est pas toujours très clair. Peut-être que vous pourriez nous donner de manière aussi talentueuse que Alicia Atlani la définition de ce concept qu'est la RSE, et justement comment vous accompagnez les entreprises sur ces questions
environnementale et de santé sur cette question de RSE? Alors, la RSE, donc moi j'ai pas autant de slides que vous, mais très simplement, la RSE ça veut dire responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et ça part du principe que les entreprises, comme toute entité qui existe, a une responsabilité et ne doit pas juste poursuivre un but, on va dire, monétaire et de profit, mais aussi d'avoir une prise de conscience de quel est son rôle dans la société et d'agir en fait sur ces sujets. Voilà. Et côté entreprise, moi je pense que déjà il y a deux types d'entreprises. On va dire qu'il y a différents types d'entreprises qui prennent plus ou moins conscience de ces sujets. Quand on parle des entreprises et des acteurs de la santé, on voit très bien que c'est des sujets qui sont pris depuis très très longtemps. Les acteurs par exemple de l'assurance, ce sont des sujets qui traitent le lien entre santé et environnement. Ça fait plus de 10 ans, même plus j'imagine. Enfin, moi ça fait 10 ans que je suis dans le monde du travail, mais je l'observe déjà. Donc forcément, puisque c'est lié intimement à leur business model. Quand vous êtes une assurance et qu'il va y avoir un réchauffement climatique, qu'il va y avoir des canicules, qu'il va y avoir des gens qui du coup vont avoir leur santé qui vont être impactés, ça impacte aussi, alors c'est un peu cynique ce que je dis, mais votre business model. Et donc du coup c'est comment on réinvente et comment on anticipe ces sujets-là et comment on prend à bras le corps ces sujets-là pour éviter justement ces catastrophes et puis des business models aussi qui périclitent. Après, il y a l'autre sujet qui est aussi, on va dire sur le reste des autres entreprises, qui sont dans des secteurs très très différents. Je pense que l'enjeu, c'est plutôt de se dire comment eux, est-ce que ces entreprises-là anticipent ces questions au sein de leur entreprise. Donc par exemple, on va dire quel impact ça va avoir sur leurs activités, mais notamment, moi je trouve aussi sur leurs salariés. C'est vrai que moi je vois pas beaucoup d'entreprises qui se posent la question aujourd'hui de se dire est-ce que c'est quoi des conditions de travail plausibles et acceptables à plus 3 ou plus 4 degrés. Quand on est une entreprise, alors du BTP ou de la métallurgie, je pense que c'est des sujets qu'on voit tous les jours parce qu'il y a la pénibilité de travail, donc c'est intégré. Mais dans des métiers de bureau, même quand il va faire 50 degrés, Paris a récemment fait son rapport sur Paris sous 50 degrés, si les transports ne fonctionnent plus, si les gens ne peuvent plus vivre chez eux, s'ils sont aussi épuisés, déshydratés, etc. Donc c'est tout ce sujet-là. Et puis aussi, il y a la propre responsabilité, je trouve, de l'entreprise. Quand on va se dire, venez dans nos bureaux, ne serait-ce que mettre de la clim, qui est un exemple de maladaptation, par exemple, en période de canicule, quelle responsabilité on se donne là-dedans. Donc là-dessus, c'était pas exactement sur les sujets de communication, mais je trouve que c'est des sujets importants. Et moi, je le vois, dans la majorité des entreprises, en tout cas, je le vois pas forcément pris en compte. Mais j'ai l'impression que c'est globalement le sujet de l'adaptation en France qu'on n'aborde pas assez. Moi, je suis assez fasciné par tout ce que fait François Gémen, par exemple, qui est un scientifique qui travaille sur ces sujets-là. Et je pense que c'est un sujet qui devrait être bien plus pris et dont on ne devrait pas avoir peur d'aborder. Et alors, c'est vrai que dans les entreprises, on dit souvent il faut absolument faire de la RSE. Parfois, il y a un peu de greenwashing derrière tout ça. Mais je pense qu'avec tout ce qui est en train de se passer, de plus en plus, on est en train de vraiment aller sur les vraies définitions de ce qu'est la RSE. Oui, alors c'est pour ça que... c'est marrant parce que je suis responsable RSE, mais maintenant d'ailleurs mon titre c'est plutôt Impact Manager. Donc on est en agence de com, donc on trouve des très beaux titres, mais c'est surtout l'idée de l'impact. La RSE, c'est de dire ok, j'analyse où sont moi mes impacts négatifs, j'essaye de compenser un petit peu, et puis je vais pouvoir faire des actions qui vont on va dire historiquement donner bonne conscience ou en tout cas donner une responsabilité. Aujourd'hui, les entreprises, celles qui prennent vraiment ce sujet-là à cœur, elles travaillent justement sur leur impact. Et à travailler sur son impact, c'est de se dire où est-ce que est mon véritable impact, négatif mais aussi positif, et comment en fait je mets toute mon énergie à focuser en fait sur ces sujets. Et pour revenir globalement à notre table ronde, parce que moi je travaille beaucoup sur ces sujets plutôt environnementaux, mais pour le lien santé et environnement, je pense que c'est aussi notre devoir de communicant de dire à ces entreprises globalement prenez ce sujet de l'interdépendance, faites-le aussi comprendre. Enfin, je pense qu'on a tous un rôle à jouer justement pour dire que ces sujets-là doivent être pris en commun. Le concept de One Health, c'est exactement, mais il faut qu'on arrive à le traduire de façon très différente, de façon très audible, et qu'on arrive à le faire comprendre. Et surtout que tous ces sujets sont interdépendants. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des risques. Enfin, quand on parle de greenwashing, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vous disent le réchauffement climatique n'existe pas. Par contre, on va avoir des technosolutionnistes, on va avoir des gens qui nous disent que ça va arriver plus tard, que ça va être pas si grave. Et donc,
je trouve que ce sujet de lien, notamment entre santé et environnement, mais aussi monde animal, c'est aussi de dire attention, tout ça est interdépendant. La technologie, par exemple, ne va pas nous sauver, puisque en fait, si on a une réponse technologique à un problème, ça va en créer d'autres. Je trouve qu'en entreprise, typiquement, on a de plus en plus la fresque du climat qui arrive, et même si elle n'est juste qu'à exposer les choses, je pense que les gens prennent conscience. Et en fait, les deux sujets sont vraiment bien abordés. Exactement. Je ne sais pas si certains d'ici ont fait cette fresque du climat. On montre bien toutes les conséquences sur la santé de ce réchauffement climatique, et cette fresque du climat est plutôt bien faite en ce sens. Et moi je trouve que c'est un super outil. Enfin, nous on l'a déployé chez Havas, mais on l'encourage aussi beaucoup chez nos clients, parce qu'en effet on voit vraiment les gens qui se disent au départ non mais le réchauffement climatique va pouvoir être solutionné avec un ou deux sujets, et à chaque fois on se rend compte que le problème n'est jamais réglé, et qu'en effet à la fin on nous parle de canicule, on nous parle de sécheresse, on nous parle aussi du coup de déplacement de population, donc il va y avoir tous ces enjeux-là. Enfin voilà. Donc je pense qu'en effet, il faut que les entreprises prennent ce sujet et contribuent aussi à le développer. Et en tant que communicant, mais aussi en tant que, on va dire, de responsable RSE, il y a un vrai sujet, alors dans les entreprises, mais dans les ministères partout, à désiloter aussi toutes les expertises et toutes les BU, on va dire, puisqu'en fait, souvent, les gens prennent leur sujet environnement d'un côté, le sujet, par exemple, de la santé des salariés de l'autre, le sujet RH d'un troisième, et il faut que tous ces gens-là se mettent autour de la table pour pouvoir réfléchir ces sujets ensemble, et ça, c'est aussi notre rôle de le faire, et de le faire de façon transverse. Alors justement, vous en tant que journaliste, quand on parle des questions de désilotage, je ne sais pas si le terme est bon, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Clair, en tout cas. Quand on doit parler à des politiques sur ces questions, il n'y a pas que le ministre Béchu pour en parler. Il y a une approche un peu interministérielle. Comment vous travaillez justement avec les politiques sur ces questions-là ? On est censé, en tout cas en ce moment, on voit bien que c'est la première ministre Elisabeth Borne qui reprend la main sur ces questions-là. Tout ce qui est planification, transition écologique, c'est elle qui en parle. Moi, je trouve que il y a encore des silos, c'est-à-dire on appelle ou la santé et ou le ministère de la Transition écologique. J'ai l'impression que les silos qu'on trouve dans les médias, c'est-à-dire que les services santé, environnement sont souvent distincts. Voilà, il y a la même organisation institutionnelle à laquelle vous faisiez référence. Donc peut-être que l'espoir, c'est justement qu'on arrive à casser ces murs-là. Après, on se parle de plus en plus, et moi, j'ai vu plusieurs personnes, plusieurs experts du monde de la santé et de l'environnement avant de prendre mon poste, et je leur demandais qu'est-ce que vous attendez d'un quotidien national sur les questions d'environnement, de santé. J'avais un peu plus une idée, et beaucoup m'ont dit il faudrait que vous passiez au crible les politiques publiques, toutes les annonces qui sont faites par les politiques, avec une priorité pour l'adaptation, mais ça je crois que le ministre Béchu en fait son objet politique et l'a mis en orbite dans le débat public. Donc voilà, la mission c'est un peu de tout passer au crible, et peut-être quand même que l'idée d'avoir une que ces questions-là dépendent de la première ministre peut permettre de réfléchir à la notion de silo, mais qui a l'air d'exister dans tout le reste de la société. Et je retrouve le fil de ma pensée, mais en gros, moi, une de mes missions, c'est de faire du transversal, c'est d'aller voir mes collègues qui s'occupent de l'énergie, qui s'occupent des transports, qui s'occupent de la politique, qui s'occupent des rubriques idées, d'aller discuter avec eux dès que j'ai une idée, de la leur soumettre et vice-versa, et d'irriguer un peu toutes les pages de Libération, toutes les rubriques du site, en fait. Et si on peut, de passer au crible toutes les annonces qui sont faites, toutes les politiques publiques, donc d'essayer de verdir un peu, de nous immiscer un peu partout. Je crois que c'est un peu l'idée qui avait été celle du gouvernement en pilotant ça au plus haut niveau, donc à Matignon. Je crois que dans les médias, dans les journaux, en tout cas presse papier, peut-être que je crois qu'en télé c'est un peu plus simple et qu'en radio c'est un peu plus simple, mais la principale limite pour moi, ce sont pas les silos, c'est plutôt comment on finance la transition journalistique et comment, voilà. C'est plus une question de moyens, et puis j'ai cru comprendre en début de semaine que pour la transition écologique en France, c'était la même question qui se posait. Comment est-ce qu'on va la financer? Par un ISF climatique, par de la dette, bref. Voilà. Limite silo et limite comment on trouve l'argent pour
adapter la société. Et donc au final, on se rend compte quand même que y a une prise de conscience que la crise écologique est une crise de santé publique et que les deux sont extrêmement liés. Dans vos domaines respectifs, que ce soit au niveau institutionnel, du Haut Conseil de santé publique, pour vous Laetitia Attani, ou au niveau médiatique pour vous Anne-Laure, ou au niveau de conseil en communication, comment vous comptez aborder cette vision un peu holistique pour ne plus justement siloter ces deux questions? Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais c'est vrai que je pense que quand on travaille dans les sujets de RSE, enfin, le sujet du silo est présent partout, mais quand on a des directions comme les directions RSE, dans lesquelles moi j'ai la chance de travailler, par essence, sur tous les sujets, on ne peut pas travailler seul et on ne travaille pas que sur un sujet. Et donc à chaque fois, moi je passe mon temps à faire des réunions, à mettre autour de la table des gens qui ne se parlent pas, mais qui ont les mêmes problématiques, mais pris d'un bout différent. Donc je pense que c'est une culture comme ça qu'il faut aussi initier, avec des gens qui ont une grande connaissance générale du grand problème, qui ont un cap très clair, et qui après savent prendre les gens autour de la table et les mettre en lien. Enfin, le rôle de passeur et de connecteur, je pense que c'est un des métiers, alors je ne sais pas si un jour on aura un connect officer ou je ne sais pas quoi, mais c'est des métiers qui sont un peu clés, et peu importe qu'on l'appelle ou qu'on ne l'appelle pas, mais les gens qui savent faire ça, on a besoin d'experts, ultra experts de leur sujet, mais on a besoin aussi tout autant de gens qui connectent ces gens-là. Enfin, moi c'est ce que je m'essaye à faire, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup faire. C'est une des joies de en découvrant les questions, comment on essaie d'écrire sur l'environnement dans un journal. Moi, presque ma plus grande joie, c'est tout le collectif que ça génère dans la façon de travailler. En fait, la mission, c'est exactement la même chose, d'organiser des réunions, faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble avec des points de vue différents. C'est comme si l'individu, ma profession a été beaucoup étudiée par les sociologues, et c'est une profession de grands individualistes qui aiment mettre leur nom. Vous nous connaissez par cœur et vous connaissez ce défaut-là. Parfois, vous l'utilisez pour nous sensibiliser à certains sujets, et c'est très réjouissant de voir qu'on peut traiter bien des questions environnementales et essayer d'améliorer notre couverture de la crise climatique, de celle de la pénurie d'eau. On ne pourra pas le faire sans adopter un mode de travail collectif. Et donc voilà, je vous partage un plaisir personnel, mais il n'y a pas que des désagréments au dérèglement climatique, il y a aussi la joie d'essayer d'inventer ou de retrouver des pratiques collectives que j'ai vues dans mon enfance, à la campagne, dans le centre de la France, mais que j'ai pas trop vu à l'œuvre dans le monde du travail que je fréquente depuis une vingtaine d'années. Et peut-être pour répondre aussi, on retrouve exactement la même chose en santé publique, que ce soit d'un point de vue institutionnel ou de la recherche, c'est-à-dire des silos là qui sont plus disciplinaires et qui restent pesants. Alors on peut espérer que la pandémie Covid-19 justement nous aidera dans certaines institutions comme le Haut Conseil de la santé publique ou dans le domaine de la recherche nationale et internationale en santé publique, à valoriser un travail collectif qui réunit à la fois, je le mentionnais tout à l'heure, des vétérinaires, des spécialistes de maladies infectieuses, des virologues, des immunologues, des chercheurs en sciences sociales, que ce soit des géographes, des sociologues, des historiens, des anthropologues, etc. Et c'est peut-être, après avoir dit que le concept de One Health bénéficie aujourd'hui d'une visibilité médiatique, alors que ça reste quand même, d'un point de vue opérationnel, encore flou, peut-être que cette visibilité médiatique, on doit peut-être tenter de l'utiliser pour pousser à des approches pluridisciplinaires réelles, et que ça ne reste pas juste dans l'incantation, le nouveau terme à la mode ou le nouvel étendard. Un certain nombre d'équipes travaillent déjà comme ça, mais d'un point de vue financier, comme vous le disiez tout à l'heure, RH, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais donc, on retrouve dans le milieu de la com, dans le milieu des médias, dans le milieu des entreprises, exactement les mêmes difficultés. Mais peut-être le même espoir, en tout cas. Vous voulez rajouter quelque chose, Anne-Laure ? Non. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Non. Peut-être que vous avez faim. Eh bien, on a tenu le timing. Je voulais vous remercier à toutes les trois d'avoir participé à cette table ronde. Merci infiniment. Et puis, vous pouvez
vous joindre à nous pour un déjeuner. Et puis, on se retrouve tout à l'heure sur le stand de la FHF, sur l'Agora plus précisément, pour la remise du prix de la communication de nos établissements publics de santé. Merci beaucoup. On peut applaudir nos intervenants.